On va commencer par Claude Guibal. Claude Guibal, vous êtes grand reporter à la rédaction internationale de Radio France depuis 2012. Vous avez couvert l'élection de Donald Trump en 2016, les élections en Russie, la Syrie et l'Ukraine depuis 2022. Mais votre carrière a surtout commencé au Moyen-Orient. Pendant 15 ans, vous avez été correspondante pour plusieurs médias francophones basés au Caire, en Égypte. C'est là-bas que vous êtes devenu spécialiste des mouvements djihadistes et que vous avez couvert notamment les printemps arabes. Après plusieurs arrestations du régime égyptien, vous avez été contrainte de rentrer en France. Et en 2020, Claude Guibal, vous avez reçu le prix Christophe de Ponfilly de la SCAM, la société qui gère les droits d'auteur des journalistes en France. Un prix qui récompense votre courage, votre sens moral et votre ténacité. On aurait pu également aussi ajouter votre amour du reportage, que vous définissez vous-même comme presque enfantin et viscéral. Bienvenue dans CNPDJ, Claude Guibal. Quelle introduction, merci beaucoup. Merci de votre invitation. Axel. Merci. Grégoire Bizot, pour commencer, vous avez d'abord été journaliste à Libération pendant 18 ans. Vous êtes entré en 2001 au service économie en tant que reporter et vous êtes ensuite devenu chef adjoint, puis rédacteur en chef adjoint en charge des pages économie et terre. En 2010, vous redevenez rédacteur au service politique cette fois, accrédité à l'Élysée. Vous y suivez la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2012, puis les premières années du mandat de François Hollande. En 2015, vous êtes nommé rédacteur en chef adjoint en charge du service France, puis rédacteur en chef chargé des enquêtes en 2018. En janvier 2019, vous quittez Libération pour devenir rédacteur en chef adjoint du M, le magazine du Monde, et depuis 2025, vous y êtes rédacteur en charge de la rubrique Justice. Et enfin, Sarah Taleb, merci de votre venue aujourd'hui. Vous êtes directrice de la rédaction du HuffPost France. Vous avez passé l'essentiel de votre carrière et auparavant, vous avez été rédactrice en chef du site de BFM TV. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Tout est juste ? Oui. Alors aujourd'hui, on parle de la joie, mais aussi des peines quand on est responsable d'une équipe en rédaction. Parfois un peu de lassitude, mais on va commencer par l'aspect un peu positif, c'est la joie. Qu'est-ce que vous avez comme joie, Sarah, quand vous êtes dans ce poste de directrice de la rédaction du HuffPost ? C'est 30 personnes à peu près à manager. Oui, alors c'est intéressant de commencer cette discussion par la joie, parce que pour être tout à fait honnête, en général, quand on parle de management, c'est pas exactement ça qui émerge. Mais heureusement, il y en a. Il faut savoir les reconnaître. Elles sont, je pense, elles cochent ce que sont nos missions quand on encadre, c'est-à-dire à la fois des joies humaines et éditoriales, et elles se mélangent. Et pour moi, elles ont différentes temporalités. Ça peut être des joies du quotidien, de se dire... on a pris le temps de se casser la tête pour trouver le bon titre pour notre papier, et en fait on a réussi collectivement à trouver la tournure qui reflète l'angle et ce qu'on a envie d'en dire. Donc ça, c'est une joie très quotidienne. C'est la joie de se dire à la fin de la journée, quand on regarde le site, est-ce que notre couverture elle est à la hauteur de nos exigences, de l'actu, elle reflète aussi la créativité de la rédac. Il y a des joies plus longues qui prennent du temps à prendre forme, mais sur les projets au long cours, et notamment en direction, on a parfois des projets qui prennent plusieurs mois, donc c'est la satisfaction de voir des projets aboutir. Et puis il y a des joies humaines, de voir les gens évoluer dans leurs compétences, de voir des rédacteurs qui avaient peur de se lancer sur un sujet et qui l'ont fait, et qui l'ont très bien fait, et qui nous ont fait confiance pour les accompagner là-dedans. Et moi, il y a une joie particulière qui coche ça, et en général, je ne suis pas en lien direct avec les gens quand ça se passe. On peut reprocher beaucoup de choses à l'open space, mais on peut capter des conversations. Et moi, il y a un truc que j'adore et qui me met vraiment en joie, c'est quand un journaliste parle à voix haute en disant « Ah tiens, j'ai une idée, mais je ne suis pas sûr de comment le prendre », et qu'un collègue s'invite dans la conversation, et puis qu'il y en a d'autres qui passent, et qu'en fait, il y a vraiment cette émulation collective qui va aboutir à un sujet, et d'être la petite souris qui capte cette conversation, ça fait
partie, en tout cas à titre personnel, de mes joies. Donc ces joies, elles existent, mais comme je disais, il faut savoir les reconnaître. Ah oui, pardon, et une aussi qui est hyper importante, c'est il y a parfois dans les rédacs, et notamment dans les coups dus de l'actu, des moments un peu de grâce, on ne s'en rend pas compte sur l'instant, mais où, sans qu'on ait besoin forcément de se parler, tout se met en place, la mécanique, elle déroule, tout le monde sait ce qu'il a à faire dans ce moment, notamment les gros breaking news. Et ça, c'est aussi, c'est en ça que je dis qu'il faut savoir le reconnaître, parce que c'est tout le fruit d'un travail et individuel et collectif qui s'exprime à ce moment-là. Grégoire, toi, tu as été chef et puis tu as quitté cette fonction. Pourquoi ? Ça va me faire parler des peines, là. Eh oui, on bascule sur les peines. On bascule, même pas une petite joie, alors d'accord, alors les peines. Non, mais d'abord, il y a est-ce que c'est propre à l'organisation des entreprises qui produisent de l'information ? Je ne sais pas, mais c'est particulièrement vrai, je pense, pour ce type d'information. C'est que ce qu'on appelle la hiérarchie intermédiaire, c'est-à-dire tout ce qui est rédacteur en chef adjoint, chef de service, vous êtes ce qu'on appelle, vous êtes un amortisseur si vous aimez les métaphores automobiles, ou si vous aimez les métaphores anatomiques, vous êtes le disque entre les cervicales de votre colonne vertébrale. Vous avez le chef et vous avez la base. Et donc, la première fonction d'un chef dans une organisation de presse, c'est amortir les injonctions et les mécontentements en bas. Donc ça, c'est très... il peut avoir une petite tendance masochiste pour aimer ce genre de situation, mais forcément, ça fatigue. Hein, ça, c'est... Et l'autre chose, c'est que... ça, c'est la principale peine, la difficulté du job. Et l'autre chose, il faut bien le reconnaître, c'est que le management est une science compliquée, qui mobilise. On sous-estime le management. On a l'impression qu'animer des équipes, s'occuper des frustrations, des ambitions, les rendre conciliantes, créer dans un service une émulation, une envie collective, etc. On pense que c'est assez simple, il suffit de dire on va faire ça, qu'est-ce que vous en pensez, oui, non. Et en fait, c'est énormément de temps, énormément d'énergie et probablement du talent, qui n'est pas forcément, et ça, comme on l'enseigne assez peu, et qu'on le découvre sur le tard, parce que le journaliste n'est pas un animal très collectif, hein, c'est un animal assez individualiste et qui, au cours de sa carrière, peut avoir tendance à être atteint d'une maladie très chronique dans notre métier, qui est la mélanite, et donc à devenir de plus en plus insupportable. Et dans un collectif, c'est de plus en plus compliqué à gérer. Donc ça, cette capacité à gérer, à faire c'est à la fois, ça peut être extrêmement enthousiasmant, parce que créer du collectif, c'est vraiment très chouette quand on mobilise une équipe derrière un sujet, quand on a vécu, comme moi j'ai eu la chance ou la malchance, la chance journalistiquement de vivre les attentats, ça a été une mobilisation du journal, à l'époque j'étais à Libération, absolument extraordinaire. Et quand il y a une émulation, les gens en parlent encore comme un souvenir personnel et professionnel absolument très très fort, et qui restera très fort. Donc ça reste... Moi, j'ai rien écrit, mais j'ai encadré, et ça reste un souvenir extrêmement fort de ma carrière. Donc, ça peut être merveilleux, comme ça peut être vraiment un enfer, parce que c'est compte tenu de cette difficulté à manager. Et c'est vrai que dans les rédactions, il y a la rare évolution qu'on propose à des journalistes qui sont devenus expérimentés, c'est souvent d'aller vers la chefferie, si je peux résumer. C'est rarement la mise en valeur d'une expertise, sauf sur le rang grand reporter senior, etc. Mais ça peut aussi avoir ses limites, et finalement, on peut se retrouver avec des gens qui veulent évoluer, qui se retrouvent chefs et qui relisent des contenus en se disant finalement j'aurais été meilleur sur le terrain que la personne que je relis. Ça, c'est très important, c'est qu'on a l'impression qu'un chef est un bon journaliste et qu'un bon journaliste devient un bon chef. Or, les deux notions n'ont absolument rien à voir. On peut être un excellent chef et être un piètre journaliste, pas avoir une plume très belle, etc. Mais être un bon chef, être un excellent journaliste et être un chef catastrophique, et là où tu as raison parfaitement, Alice, c'est qu'on a nos schémas managériaux classiques. C'est-à-dire, on prend un bon journaliste et on dit « Et maintenant, est-ce que tu veux être chef ?» Voilà,
parce que... c'est une des rares évolutions. Ouais, parce que l'évolution d'un bon journaliste, c'est d'être chef. Mais ouais, ça serait bien de... C'est pour ça que, notamment au Monde, ce qui est vraiment très sain au Monde, c'est qu'on est chef et on redescend, on fait des cycles comme ça, et on redescend journaliste de base, quoi. Et tout ça, c'est accepté, voire encouragé. On se dit, bon, bah, on fait chef un peu, et puis, alors il y en a qui adorent ça et qui continuent, mais redescendre n'est pas ni une sanction, ni un échec, au contraire. Voilà. Toi, Claude, tu as refusé plusieurs fois d'être chef, surtout par amour du terrain. Mais finalement, c'est vrai que c'est une équation, on se dit ça devrait être conciliable de être responsable de ceux qui sont sur le terrain et en même temps d'aimer ça, non ? Alors, moi, effectivement, j'ai refusé, mais j'ai été chef. En fait, mais j'ai été chef après avoir commencé ma vie professionnelle comme pigiste pendant 15 ans en Égypte, et je suis revenue en France. J'ai été embauchée par Radio France, donc déjà, je me sentais pas totalement légitime parce que je venais davantage de la presse écrite à l'époque où je pigeais pour Libé quand Grégoire y était. Et donc, j'arrive dans une rédaction et donc j'ai jamais vu comment fonctionnait une rédaction, et 6 mois après, je deviens chef du service étranger. Et dans une rédaction où le service étranger était important, mais où moi, ma panique, c'était d'arrêter le terrain. Et donc, j'ai fait les deux. J'ai eu une double casquette à la fois de chef et d'encadrement. Je pensais que c'était possible, et je suis aujourd'hui totalement persuadée du contraire, en fait. Cette expérience de management a été catastrophique. Pendant très longtemps, j'ai dit que j'étais une grande brûlée du management. J'ai quitté mon poste, pas très loin du burn-out. Pour vous dire à quel point ça peut être rigide dans la tête en termes de carrière, c'est que j'étais dans le bureau du directeur de l'antenne et j'étais au bord des larmes, et il me dit, mais pourquoi tu veux arrêter d'être chef ? Je dis, parce que je veux faire du terrain. Il me dit, non, mais directrice adjointe de la rédaction, tu veux ? Et là, j'étais en sidération, je me dis, il n'a rien compris. Parce que c'était incompréhensible qu'on puisse, en fait, dans l'esprit, c'était descendre. Donc moi, j'ai perdu ma prime, qui était de 200 € à l'époque. Et voilà, et j'ai toujours refusé depuis de reprendre du management. Pourquoi je refuse ? C'est qu'en fait, cette expérience-là, elle m'a obligée à me poser la question de qu'est-ce que c'était que le management, ou en tout cas, qu'est-ce qu'était un bon chef ? Pourquoi, moi, à un moment, je pouvais penser que j'avais des bons chefs et des mauvais chefs ? Et pourquoi, moi, ça ne s'était pas bien passé ? Je pense que d'abord, un chef, il doit se sentir légitime à l'endroit où il était, ce qui n'était pas mon cas. Moi, il me manquait des outils aussi de management, puisque je n'avais pas le planning des gens avec qui je travaillais, donc je n'avais pas cette légitimité-là par rapport à eux. Et enfin, un chef ne doit pas vouloir faire à la place des autres. C'est pour ça, tu parlais de la melonite. À un moment, quand on est chef, on est là pour voir pourquoi telle personne serait bonne pour faire ce reportage et faire confiance à la personne. Moi, les bons chefs, c'est ceux qui m'ont fait aller là où je pensais que je n'étais pas capable d'aller. Et ce n'était pas forcément des gens avec qui j'étais toujours d'accord, où on m'envoyait sur des trucs où je me disais, mais ça m'était dingue, ou alors ça ne m'intéresse pas, et où pourtant ils m'ont dit, si, mais en plus je suis sûre que tu vas bien faire. Et ça, un bon chef, c'est celui-là, c'est celui qui va être capable. Et moi, j'étais peut-être pas capable de le faire à l'époque, parce que je me sentais déjà pas légitime à l'endroit où j'étais. Et en fait, le management, c'est vrai que surtout chez les journalistes, c'est une science peut-être encore plus compliquée qu'ailleurs, parce que le journaliste, alors il y a la version, comme l'a dit Grégoire, et que je partage aussi, mais il faut voir aussi que par nature, on demande à un journaliste d'être critique, de porter la plume dans la plaie, d'avoir un regard, d'apporter une plus-value à quelque chose. Donc forcément, il va être chiant. Dans une rédac, le journaliste, il va être chiant parce qu'il va questionner. Donc pourquoi il va questionner, et c'est bon. Mais il doit avoir confiance dans la direction que va lui donner le chef, qui va dire, je pense que éditorialement, on va là-dessus parce que blablabla. Chef, ça veut dire expliquer, réexpliquer, convaincre et emmener avec soi. Ça veut dire avoir confiance dans l'autonomie des gens, mais avoir confiance aussi savoir aussi que tout le monde se manage pas de la même façon, tout le monde n'est pas bon au même endroit. Il y a des gens à qui vous pouvez demander des choses, d'autres pas. Il va falloir gérer un collectif qui est quelque chose de très fragile, de très mouvant. Et pourtant, comme le dit Grégoire, quand on est dans la merde, quand il y a des attentats, quand il y a un énorme truc, quand vraiment, là, il faut vraiment sortir les rames, il y a cet état de grâce dans quasiment toutes les rédactions, c'est qu'à un moment,
la machine merveilleuse du collectif se met en route. Et alors, nous, à Radio France, comme à France Info, par exemple, c'est une antenne toute info. Donc, on est en antenne 24/24. Quand il y a un gros truc, c'est hallucinant. On voit chacun, prendre sa place dans la machine. Et ça, je pense qu'en termes de... Tu disais, tu n'as pas produit ce jour-là, mais tu as encadré un énorme paquebot qui devient... ça devient magique dans ces moments-là. Le management, je pense que ça peut être magique de faire grandir des gens, etc. Mais je pense que ça ne doit pas être un exil et qu'il faut justement, ce que je trouve intéressant, c'est d'avoir appris en discutant avec Alice, en fait, à l'occasion de cette rencontre, qu'au monde, on facilitait, ou en tout cas c'était un choix du journal, de permettre ces allers-retours sans que ce soit vu comme une fin en soi. Voilà, il y a des gens qui sont faits pour le management, d'autres pas, mais je pense que passer par le management a fait peut-être de moi une meilleure journaliste, dans le sens où je comprends maintenant les questions de cet amortisseur. C'est vraiment très très bien vu, en fait, d'injonctions contraires que doit gérer un chef intermédiaire. Vous comprenez aussi des questions de budget, d'arbitrage, etc. Et puis, je pense que être reporter, peut-être dans une rédaction, peut amener à être un meilleur chef, dans le sens où on se sent parfois légitime de pouvoir mieux défendre la cause des siens, pouvoir dire, moi, quand ça m'arrive de faire des remplacements en chefferie, quand quelqu'un est sur le terrain et qu'on me dit « Ouais, non, mais attends, machin, là, qui est à Donetsk, il ne peut pas nous faire tel truc », et si je demande à machin s'il peut, et s'il me dit non, je suis très, très à l'aise pour dire non, c'est pas possible. Et si on me redit non, je dis non, c'est pas possible. Et parce que je sais que la personne sur le terrain, je sais ce qu'elle vit, et je sais que si elle me dit non, c'est que sincèrement, elle ne le peut pas. Et les chefs au-dessus, quand je dis non, savent aussi que je sais ce que c'est, et que si je dis non, c'est parce qu'effectivement, il n'y a pas moyen. On va trouver une autre solution, parce que le chef, c'est aussi cela. C'est celui qui va dire proposer une alternative. C'est pas se défausser, c'est être celui qui va être capable d'agilité. Voilà. Il y a un autre point qui est difficile à appréhender, c'est quand on est chef d'équipe, comment on fait en sorte d'éviter l'écueil qui est les jeunes et les vieux. Parce qu'il y a quand même des générations qui se succèdent, il y a des méthodes qui peuvent être un tout petit peu différentes et des attentes qui peuvent être un peu différentes. Comment on évite, Sarah, vous avez 2 classes d'âge dans votre rédaction, vous me disiez. Alors les vieux, donc c'est moi. Les vieux, 37 ans. c'est 35, voilà. Hein, c'est pas non plus très vieux. C'est assez intéressant de voir effectivement ce que je disais à Alice, c'est que dans la Les vieux, c'est 35. Non, dans la construction de la rédac, on a, disons, 25-30 ans et un autre groupe qui est plutôt autour de 35-40 ans. Mais qui... je ne vois pas forcément ce gap entre les jeunes et les vieux. Et à BFM TV, j'ai aussi pas vu ce gap-là. Est-ce que c'est propre au numérique? J'en sais rien. J'ai pas d'expérience dans d'autres types de médias. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il peut y avoir des groupes de journalistes qui se forment. Il y a des choses qui sont naturelles et qu'il ne faut pas chercher à contrer. Enfin, je veux dire, voilà, il y a aussi des affinités humaines. On n'est pas là pour faire des groupes de potes. En revanche, c'est comment on amène... en fait, justement, dans la construction du collectif, tout le monde a un talent, tout le monde a une place, tout le monde n'est pas bon au même endroit. Et moi, je considère que mon rôle de manager, c'est de bien connaître mes équipes, de voir leurs points forts, leurs marges de progression, et de les faire se rencontrer. Parce que, y compris dans des rédacs qui ne sont pas extrêmement grandes, et j'ai vu 2 catégories, parce que donc, le F, on est une trentaine, BFM TV, rien que la partie numérique, on était 150. En fait, les gens travaillent ensemble, mais ne connaissent pas forcément le travail de leurs collègues. Et ça, c'est un vrai sujet de comment on crée ce collectif. C'est de faire comprendre que la temporalité du service politique, c'est pas la même temporalité de traitement que le service lifestyle, que parfois il y a des choses qu'on ne peut pas anticiper quand les gens sont malades, et donc effectivement tel service va produire moins. Parce que des fois, il peut y avoir aussi dans justement ces groupes ou les incompréhensions qui peuvent naître, des choses qui relèvent du manque de visibilité de l'ensemble. Et parfois, il y a des gens qui disent « Ah ouais, mais je ne comprends pas pourquoi on n'a pas fait ça tel jour ». Ou parfois, même les rédacteurs peuvent être plus durs que la chefferie sur pourquoi on n'a pas été au niveau des attentes. Mais en fait, juste
parce qu'on doit faire avec un planning, et que quand on est en période de grippe, de manière toute bête, on fait avec les effectifs qu'on a. Donc on a aussi cette adaptation-là, et c'est comment on crée ce lien entre les gens dans la rédaction. Ça passe par... nous, on a un moment collectif tous les mercredis, on peut se réunir avec toute la rédac et on adresse différents sujets. Ça peut être des sujets d'ordre éditoriaux, mais aussi justement un peu de l'ordre de la vie de rédac. Et il y a le format un peu vie ma vie. Je t'explique comment ça se passe dans mon service, qu'est-ce qu'on a fait, pourquoi on a couvert de telle manière, qui est un partage de l'information au niveau des collectifs. Et ça se passe aussi de manière plus informelle, les pots, les moments de convivialité dans la rédac. Et aussi parfois par des projets éditoriaux sur une couverture éditoriale. Comment on va faire travailler telle personne et telle personne qui, a priori, sont chacune dans leur couloir, mais en se rencontrant, vont découvrir qu'elles ont les mêmes affinités ou, à l'inverse, qu'elles ont des perceptions différentes. Et pour moi, ce qui est extrêmement important, parce que je pense que ce qui fait le sel de notre métier, c'est vraiment le débat, l'échange. On a un métier d'idées, on n'a pas les mêmes, et il faut qu'on arrive à les confronter. Enfin, c'est OK de ne pas partager le même point de vue. Il faut savoir se le dire correctement. Pour moi, c'est extrêmement important que juste les gens se parlent bien. On peut, et ça, parfois, c'est pas toujours évident de créer le débat, de créer le cadre du débat éditorial dans la bienveillance. Ce mot est un peu surutilisé, mais pourtant c'est important, parce que c'est ça qui va nous faire aboutir à la meilleure idée, c'est la confrontation des points de vue qui vont, alors à un moment, il faut arbitrer, et ça, c'est le travail du chef, et j'allais dire du collectif de chefferie, parce que c'est aussi un collectif dans la rédaction et qui est trop peu envisagé dans les questions de management. En fait, on parle de le chef et son équipe, c'est vrai, mais il y a aussi le collectif de chefferie, et qui est aussi important, qu'il faut encadrer. Il y a manager les équipes, mais il y a aussi manager les managers, et ça, c'est leur donner les clés, les outils. Tu parlais d'un planning. En fait, si on n'a pas les bons outils pour encadrer, ça devient compliqué. Et c'est aussi de poser des situations de, en fait, je suis confronté à tel cas de figure, et en partageant l'expérience, ça permet aussi de travailler ensemble pour faire en sorte que la prochaine fois, ça se passe mieux, ou au contraire, qu'on reproduise des réussites. Il y avait un très bon papier dans Le Monde Magazine, c'est pas du tout pour faire de la lèche, mais un petit peu quand même, Si, un peu. sur le management de l'intime. Il y a quelques années, nous, dans notre équipe, c'est devenu un sujet de blague entre nous. C'est-à-dire que finalement, quand on encadre, on sait beaucoup de choses, et parfois beaucoup trop de choses sur la vie personnelle de chacun. Alors il y a des choses vraiment liées à la santé, assez sérieuses, difficiles à appréhender, puis il y a des choses franchement qui sont facultatives, on n'est pas obligé de le savoir. Comment on fait pour trouver le bon équilibre pour ne pas être un manager de l'intime ? Alors moi, est-ce que je peux répondre à cette question ? Par une anecdote assez marrante. Enfin, assez marrante. Donc, quand on est chef et qu'on fait travailler quelqu'un qui est un peu cossard, forcément, ça c'est classique, ça peut créer un peu de tension. Voilà. Mais moi, j'ai éprouvé une situation totalement inverse d'une journaliste qui était accréditée. Est-ce qu'elle était accréditée à l'Élysée ? Peut-être pas encore, mais en tout cas, à l'Assemblée nationale, je pense. Elle prend ses vacances, elle est jeune maman. Elle a deux jeunes enfants et un très jeune bébé. Et elle est au ski en février. Et je ne me rappelle plus très bien. L'actu, il y a une grosse actu à l'Assemblée nationale. Et elle m'appelle et elle me dit « je fais le papier ». Mais je lui dis « non, tu fais pas le papier parce que d'abord tu es en vacances, c'est hors la loi. Et puis deuxièmement, il faut que tu te reposes, c'est très important. » Voilà. Et elle a fini la conversation en pleurs, en raccrochant, parce que je lui interdisais de faire le papier parce qu'elle était en vacances. Et je savais, pour reprendre sur la question de l'intime, je connaissais intimement sa situation personnelle, familiale. Je sais qu'elle quitte le journal fatiguée et qu'elle a besoin de se ressourcer. Et malgré tout, il y en a qui sont complètement, pour le coup, totalement addicts. C'est normal. C'est un métier un peu obsessionnel. Et donc, quand on enlève son shoot d'actu, parfois on est en manque, y compris quand on est en vacances. Et là, il a fallu se fâcher très fort pour lui dire non, tu arrêtes.
d'autres exemples sur le management de l'intime et quand même cet équilibre vie personnelle, vie professionnelle qui est difficile à appréhender parce que chaque cas est différent. Ceux qui veulent travailler 10 fois plus que d'autres, comment on fait pour essayer d'être équitable pour un même niveau de fonction et même niveau de rémunération? J'ai 4 heures. Sur la question de l'intime, je pense qu'effectivement, il y a des frontières à respecter. En revanche, je pense que c'est illusoire de penser que la vie privée ne s'invite pas dans la vie professionnelle. Quand quelqu'un devient aidant parce que ses parents sont malades, ça a une incidence en fait sur son moral, sa motivation. Et notre rôle, ce n'est pas de solutionner sa condition d'aidant, mais de lui flécher les bons parcours au sein de l'entreprise, parce qu'il y a aussi des choses qui sont là faites pour les salariés, la médecine du travail, les assistants sociaux, etc. Mais je pense aussi que justement l'entreprise, et par le biais des managers, c'est prendre part aussi à certaines réflexions et à certaines choses qui bougent dans la société. Il y a une réflexion, par exemple, qui me traverse, et je pense la question de l'infertilité se pose beaucoup aujourd'hui. Devoir faire une PMA, ça a une incidence sur la vie de tous les jours. Vraiment, c'est des rendez-vous, c'est des piqûres qui ont une incidence sur le moral, sur l'énergie, etc. En fait, considérer que ce n'est pas notre problème, en tout cas à titre personnel, je trouve ça pas possible. Et encore une fois, notre rôle n'est pas de rentrer dans la vie des gens pour solutionner le truc, mais c'est de se dire, ok, comment on fait pour, pendant un temps, adapter la charge de travail, se mettre d'accord sur des horaires, etc., pour que ce qu'on doit faire et les missions qu'on doit remplir, on le fasse, tout en faisant en sorte que la personne, juste, elle pète pas un câble. Parce qu'en fait, le travail peut abîmer aussi comme ça, quand il minore ce qu'on porte dans notre vie privée. Oui, pardon. Vas-y, Grégoire. Non, après, moi je ne l'ai pas expérimenté, mais au monde, tout le monde me l'a rapporté, donc je vous questionne là-dessus. Ils disent qu'avec cette nouvelle génération, avec les jeunes, avec vous, parce que nous on est vieux, c'est de plus en plus difficile de leur dire il y a un feu de forêt dans le sud-ouest, tout crame, il faut partir. Et que là, les nouvelles générations disent non, on ne va pas partir, parce qu'il y a la séance de ciné à 18h, parce que. Voilà. Et alors, ça, c'est un fait générationnel, dit-on. Moi, je ne l'ai pas mesuré, mais ça, pour le coup, c'est aussi un arbitrage très compliqué. La prise en compte de ma vie privée et la prise en compte de. C'est notre métier, quoi, de tout lâcher, de partir. Et c'est non seulement notre métier, c'est ce qu'on doit faire, et c'est aussi ce qu'on doit faire, ce qu'on a envie de faire. Ça doit être un registre. Normalement, partir sur des feux de forêt c'est génial, quoi. Il devrait y avoir 5, 10, 15 personnes qui disent moi j'y vais, je fonce, je pars 4 jours. Et dit-on, mais ça je rapporte ce que. À Sciences Po, c'est une fake news. C'est une fake news? Dans notre école. Alors, à Sciences Po, fake news, au monde, c'est pas une fake news, manifestement. Non, mais c'est vrai, moi j'entends parfois la même chose. Alors, de mon expérience de management ou de mon expérience de manager aujourd'hui, moi, comme je travaille au service international, se pose aussi d'autres problématiques que celles qu'on a entendues par rapport à la séparation vie privée, l'équilibre de la vie personnelle et de la vie professionnelle. C'est que déjà, donc nous, par nature, on travaille à l'étranger, donc on gère des amplitudes horaires colossales. Et quand vous m'entendez, par exemple, faire les matinales sur France Info, quand je suis aux États-Unis, il faut penser que j'ai pas dormi. Voilà, il m'est arrivé de travailler. Quand je dis de travailler, c'est-à-dire de ne pas m'arrêter du tout jusqu'à 30 heures. C'est un truc de dingue. J'ai l'impression que je vais crever après. Heureusement, je ne le fais pas très souvent. Mais voilà, on a des amplitudes horaires qui sont, nous, assez colossales. Et là-dessus, c'est important aussi quand il y a un chef qui vous dit stop. Là, stop. Nous, par exemple, quand il y a des élections aux États-Unis, c'est le chef qui va faire un espèce de planning de rotation et il va vous dire ok, de 14 à 15, c'est toi qui dors 1 heure. Et de 15 à 16, donc toi tu reviens et puis le truc va dormir 1 heure. Voilà, ça peut être pendant des...
avec les élections qu'on s'est tapées là, les 2 dernières fois et où ça peut durer des jours, c'est pas cool. Donc le respect du rythme, parce que nous, quand on est sur le terrain, ça va, on va aller loin. Et y compris dans les prises de risque sur des terrains de guerre, on peut aller très très loin. Et là, le rôle de la chefferie, même si quand c'est vous le reporter et que vous avez envie de dire non, j'y vais, et qu'en face il y a un chef qui dit bah non, c'est pas toi qui signe le papier, non, là tu te reposes, tu as perdu ton père il y a 2 jours, ok. D'accord. Mais c'est vrai qu'on est dans des métiers passion où le travail est aussi notre exosquelette. C'est aussi ce qui nous aide parfois à tenir, à compenser peut-être un déséquilibre à un moment sur une partie de sa vie. Et c'est vrai que la chefferie doit s'inviter un peu dans l'intime et on ne réagit pas tous de la même façon. Comme il est extrêmement difficile pour nous, par exemple, au service international, de mesurer la part des PTSD, aussi des syndromes post-traumatiques par rapport au reportage, parce qu'on les gère, ça se gère, le trauma, voilà. Mais que parfois, il y a des petites lignes, des petits signaux. Comment on fait pour dire à quelqu'un, non, mais là, vraiment, tu as un peu morflé, ou non, on ne peut pas. On peut pas. Donc c'est quelque chose c'est quelque chose qui nécessite une psychologie très importante de la part du manager. Je pense que manager des reporters, c'est pas facile. Et c'est pour ça que je disais que je suis peut-être un meilleur reporter aujourd'hui, c'est d'être passé par la case du management, fait que j'ai un regard aujourd'hui différent sur le management. Je le vis pas nécessairement comme une punition, enfin comme quelque chose de coercitif et d'autoritaire. Alors, il y a des managers, j'ai eu des très mauvais managers, j'en ai eu aussi des très bons, et je pense que c'est possible de faire, mais voilà, il faut qu'il y ait cette confiance et ce respect l'un de l'autre, parce que je pense que c'est essentiellement ça qui fonctionne, c'est vraiment d'être fiable dans le travail de l'autre et sa capacité à travailler ensemble. Alors, c'était un panel vraiment très anatomique, les disques des cervicales et l'exosquelette. Je vous remercie beaucoup tous les 3 d'être venus parler aujourd'hui au NPDJ. Voilà, il me reste à vraiment remercier les étudiants qui ont fait une couverture éditoriale que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux assez exceptionnelle. Et c'est vrai que nous aussi, c'était un moment collectif très important cette journée. Donc, merci beaucoup à vous toutes et vous tous. Et merci à l'équipe qui, en régie, en salle et dans les coulisses, s'est vraiment activée depuis des mois pour faire en sorte que ça se passe. Merci.